Welcome to Giving Back is Dead. We would like to thank Offscreen, in particular its director Julian Friedman and Jean-Daniel Compin, for hosting this series of conversations. Where these conversations are about l'évolution et soutien des arts, et en particulier de la part des nouvelles générations. Nous avons eu 3 conversations ces derniers jours. La première conversation était avec un agent d'art, le deuxième avec un collectionneur, et le troisième maintenant avec un artiste. Merci Tiffaine pour venir nous parler. Merci. Quelques mots sur ce qu'on essaie de faire là. En choisissant d'utiliser le terme giving ou donner en lieu de philanthropie ou geste philanthropique, je voulais souligner que l'acte philanthropique est plus large que le geste de donner de l'argent. Pour moi, l'action de l'artiste peut être un acte de donner et fait partie de mon sens de cet acte philanthropique. Dans ce sens, des artistes comme vous, qui ont ce qu'on appelle aujourd'hui une pratique sociale, social practice, s'intègrent parfaitement dans cette direction. C'est pour cela que je voulais absolument avoir cette conversation avec vous, Tiffaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites, votre pratique s'intègre dans un geste de générosité? Je pense que en tout cas, j'essaye de faire un art qui s'adresse et qui prend en compte les personnes à qui il s'adresse. Voilà. Et donc, en ce sens, on peut y voir en effet une forme de générosité, oui. Peut-être commencer à nous parler un peu de votre travail et comment vous concevez le travail et comment le travail est exécuté. Alors du coup, j'ai une pratique qui est assez hétéroclite dans le sens où elle s'adapte aussi à différents contextes. Peut-être on peut commencer avec vos projets plutôt de socio-culturel. Alors c'est vrai qu'en tout cas au début, la place du socio-culturel était assez importante. Je pense que c'était mon premier moyen de gagner de l'argent dans ma vie, en faisant principalement des ateliers avec des scolaires par exemple, ou avec des personnes à handicap, en relation avec des centres d'art. Et elle s'est ensuite assez élargie pour devenir peut-être une partie intégrante de ma pratique. Là, je dirais qu'à ce moment-là, avec les scolaires, c'était plutôt des formes d'ateliers qui étaient données, en s'inspirant de moi ce que je faisais, qu'est-ce que je pouvais leur proposer d'un point de vue pédagogique. Et ensuite, j'ai intégré en fait ce volet entre guillemets participatif à ma pratique elle-même, qui par moment avait besoin, nécessité d'un grand nombre de personnes, et en construisant aussi des structures qui allaient par exemple apporter un outil à un lieu. Par exemple, je pense à la construction d'un four à pain au laboratoire d'Aubervilliers, où là le projet s'est développé sur plus d'1 an, avec l'intégration en fait de différents publics du quartier dans la construction de ce four à pain, et faire en sorte que cet objet puisse s'inscrire non seulement dans le lieu, mais aussi qu'il puisse créer du lien par sa construction même avec les gens qui allaient s'en servir plus tard dans le quartier, et non pas que le public du centre d'art en lui-même. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en détail ce projet? Parce que je pense que c'est un projet absolument hors pair en ce qui concerne ce qu'on discute là. Donc, en effet, ce projet il s'est déroulé dans le cadre d'un projet qui s'appelle La Semeuse au laboratoire d'Aubervilliers, qui est un jardin qui a été produit par une artiste, qui a été pensé en tout cas et développé par une artiste et soutenu par la structure. Et de base, elle s'adressait en fait à un public plus large que les amateurs d'art, et en créant ce jardin, elle essayait de faire venir aussi des gens du quartier en proposant que les différents publics environnants viennent faire du jardinage, etc. Et ensuite, suite à un matériau produit par une artiste pour un projet dans ce centre d'art, qui était de la terre. Qui pas vous, en non, ce cas-là? Pas moi, dont ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont décidé de m'inviter pour faire quelque chose de cette terre-là, car j'avais déjà commencé à travailler avec ce matériau, la terre crue.
Et donc, on a décidé ensemble de fabriquer un outil, non pas une sculpture en fait, mais un outil pour le lieu, et donc un four à pain. Et donc, ça a été vraiment le début du projet. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec un groupe de femmes algériennes des quartiers d'Aubervilliers. Qui était du quartier, donc. Qui était vraiment du quartier, voilà. Et donc au début, on travaillait sur des tisanes et des plantes médicinales. Et au fur et à mesure que ce projet du four à pain se définissait, en fait, j'ai décidé de fabriquer avec elles des tuiles pour mettre sur le four à pain. Et c'est vrai qu'il y a une tradition des tuiles qui sont faites par des femmes. On parle des tuiles moulées sur les cuisses. Là, en l'occurrence, on n'a pas fait ce modèle-là de tuiles, mais il y avait aussi l'idée de revisiter des savoir-faire et aussi de pouvoir dire que finalement, il y a plein de choses qu'on est capable de faire nous-mêmes. Et donc, on n'a pas fait l'ensemble des tuiles parce que c'est beaucoup de travail, mais on a fait en tout cas les tuiles visibles, donc les tuiles fêtières et les tuiles de rive. Et on a fait tout un atelier du coup autour de la construction de ces objets et où elles venaient aussi dessiner sur les tuiles les plantes en fait qu'on buvait en tisane à chaque séance. Donc il y avait un vrai travail de discussion à la fois sur les savoirs vernaculaires des soins par les plantes et comment ça se transmet, et à la fois la construction de ce toit et de cet objet qui allait recouvrir ce four à pain. Et ensuite, on a mis en place un chantier collectif participatif qui, pour le coup, était ouvert beaucoup plus largement à plein de publics sur 2 semaines, où donc, il y a eu 10 personnes 2 fois, donc sur 2 semaines, qui ont participé à la construction de ce four à pain. Et il y avait vraiment une diversité de gens. Alors là, à ce moment-là, pas tant, c'est vrai, parce que du coup, c'était en semaine, c'est relativement physique. Et il faut du coup des gens qui peuvent se permettre de ne pas travailler. Donc on avait un public plutôt lié là au monde de l'art ou de l'architecture et qui étaient des gens qui étaient curieux d'acquérir un nouveau savoir-faire. Mais à la suite de cette construction, on a fait une inauguration. Là, pour le coup, qui intégrait beaucoup plus les gens du quartier. Le groupe de femmes qui avait fabriqué les tuiles ont fait à manger pour l'inauguration. Donc les hommes sont venus aussi. Les Ou hommes c'était surtout les femmes? Non, surtout les femmes. Surtout les femmes. Ouais, et pourquoi? On peut expliquer pourquoi il n'y avait pas? Ça, je ne saurais pas dire, j'avoue. Quand même, vous avez réfléchi, j'imagine, pourquoi il n'y avait pas. En fait, c'est un groupe de femmes, elles sont beaucoup sont célibataires, en fait. Elles ont soit perdu leur mari, pour beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de ce cas-là, ou soit séparées. Et du coup, elles s'entraident en fait entre elles. Et je crois qu'elles sont contentes en fait d'avoir un moment qui est à elles et auquel elles n'intègrent pas forcément les hommes en fait. Par contre, il y a pas mal de gens du quartier qui sont venus avec leurs enfants, etc. Et depuis, en fait, le four à pain est géré donc par donc ça continue. Ça continue, voilà, il est pérenne, il existe toujours. Donc c'est le vrai geste philanthropique. Et donc maintenant, cet objet ne m'appartient plus, il n'est plus du tout à moi, on a fait l'inauguration et maintenant il y a régulièrement des ateliers dedans, en fait il est régulièrement utilisé et donc il y a ce double statut entre œuvre, à la fois dimension participative, atelier et aussi un objet d'usage qui va recréer en fait de la convivialité au sein d'un centre d'art. C'est génial, c'est absolument génial. Et donc vous avez fait ça en quelle année? Oula, c'était en 2021. 2021. Bah oui, l'année dernière. Donc c'est assez récent. Et oui. Vous continuez, vous y allez de temps en temps pour voir? Alors là, ça fait longtemps que je n'y suis pas retournée, mais il faudrait. On a eu un lien assez fort avec ce groupe de femmes qui sont venues d'ailleurs voir l'exposition que je faisais juste avant à Vassivière dans le Limousin. Donc avec la semeuse, en fait, l'organisation, on a organisé un voyage. Et ils ont loué un minibus et ils sont venus. En fait, comme on avait eu une bourse qui permettait de financer le projet, dans le contrat de la bourse, ils demandaient d'aller voir des expositions. Sauf que c'était pendant le Covid, donc tous les centres d'art étaient fermés. Et moi, j'avais une exposition également fermée dans le Limousin. Et je leur ai dit, tant qu'à faire,
venez voir mon expo, comme ça vous en verrez qu'une, mais au moins il y a un vrai voyage et une vraie expérience partagée derrière. Et donc ça, c'est grâce aussi au Centre d'Art qui a tout mis en œuvre pour que ça puisse exister, qui a loué un minibus et qui a emmené ce groupe de femmes voir l'exposition et passer 2 jours à Vassivière avant de revenir. Donc il y a aussi un vrai lien profond en fait, qui s'est construit avec ces personnes-là. Après, souvent le problème dans ce genre de cas de figure, c'est que moi, j'habite pas à Aubervilliers. Oui. Maintenant, j'habite à Aix-en-Provence. Et du coup, c'est toujours des liens qui finissent par être cassés et qui sont reconstruits ailleurs. Donc là, par exemple, le prochain projet, c'est à Dunkerque. Et Dunkerque, c'est à l'autre bout de la France. Et donc, je vais passer pendant 6 mois, 1 semaine par mois à Dunkerque dans un centre médico-social. Mais derrière, en fait, déjà, je vais y passer qu'1 semaine par mois parce que moi, il faut que je préserve ma vie aussi à côté. Et à la fin, je ne vais pas retourner à Dunkerque. Donc, parlez-nous du projet à Dunkerque. Et bien là, il n'a pas commencé encore tout à fait. C'est vraiment le tout début. Donc, c'est un foyer d'accueil médicalisé pour des personnes à handicap lourd. C'est en partenariat avec la Triennale de Dunkerque, mais en fait, ça n'a pas tant d'importance dans le projet. Et en fait, c'est une des personnes qui travaille à la culture, au service culture de la ville de Dunkerque, qui a décidé de mener des projets artistiques dans les quartiers et surtout pour des publics qui sont en marge. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que ce foyer, il est le long d'un chemin qui est ponctué par un ESAT, donc un centre de travailleurs handicapés, et plus loin, un quartier d'habitation sociale, qui sont des habitations qui sont insalubres et qui n'étaient pas adaptées, qui va être complètement détruit, et les personnes vont être relogées ailleurs. Et donc, il y a en fait une multiplicité de lieux d'exclusion qui ne sont aussi pas reliés entre elles. Et en fait, l'enjeu du projet qui me semble très ambitieux et dont je me garde bien de répondre entièrement, car je n'aurai sans doute pas les épaules de résoudre les problèmes de fond. Mais en tout cas, l'idée, c'est de voir comment un geste artistique au sein de cet environnement pourrait recréer du lien, en gros. Voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas vraiment ce que je vais y faire parce que l'idée, c'est aussi de comprendre l'environnement pour pouvoir agir et non pas venir avec une idée préconçue et la coller sur cet environnement. Moi, je connais peu en fait les publics handicapés aussi. Donc il y a vraiment une approche de connaissances mutuelles à faire avant de pouvoir penser quelque chose. Donc ça a été bien dit de la part de tous les personnes qui gèrent le projet. Et c'est vous qui avez proposé le projet? Non, à chaque fois. Mais on vous a contacté, mais on vous a demandé quand même de concevoir un projet. Alors là, on m'a demandé... Comment ça se passe? Et bien du coup, j'ai 6 mois pour penser quelque chose et le faire. Bon. Voilà. Mais l'idée, c'est de ne pas arriver avec quelque chose de déjà préconçu. Donc après, j'ai quelques idées. Par exemple, ils aimeraient faire venir du public extérieur dans ce foyer d'accueil médicalisé. Et ils me disaient, nous, on aimerait bien qu'il y ait des gens de la zone d'activité à côté qui viennent boire un café. On discutait dans la cafétéria. La cafétéria ressemble à moitié entre la cantine d'hôpital et la cantine scolaire. Je me dis, qui a envie d'aller boire un café là-dedans? Personne. Ouais. Donc voilà, par exemple, ça pourrait être un geste auquel j'ai pensé, c'est-à-dire... réhabiliter entièrement la cafétéria avec les différents publics, donc soit les gens du quartier social à côté, les personnes accueillies et les travailleurs du centre social, du foyer d'accueil médicalisé, pour essayer de repenser le lieu en repensant aussi les objets d'usage comme des objets qui ont un impact fort sur notre manière d'agir, notre manière d'être, et aussi le fait de faire venir d'autres gens pour venir voir un lieu qui, tout d'un coup, va être un peu différent ou un peu particulier, ou en tout cas qui fera appel, en tout cas, ou comme une curiosité, quoi. Et une partie importante de votre travail est liée au food.
Oui. Est-ce que vous me parlez d'un projet important pour vous lié à cette histoire de food? Eh ben, alors c'est vrai que l'alimentation, pour moi, c'est un sujet non seulement important, mais extrêmement intéressant, parce qu'il me semble qu'il est à la croisée de plein d'enjeux, et c'est un peu un puits sans fond de questions théoriques et d'expérimentation, et puis c'est aussi l'endroit de tous nos sens. Et très actuel. Très actuel, mais moment. surtout extrêmement basique. Enfin, c'est un Ouais. de nos premiers besoins primaires. Et du coup, je trouve intéressant en fait d'essayer de partir de nos enjeux vitaux, qu'est-ce qui nous permet de se maintenir en vie, et de voir comment en fait on peut les déplacer et en faire des outils aussi bien esthétiques que des questions sociétales, politiques, économiques, etc. Et donc c'est vrai que c'est aussi pour moi un endroit de culture, d'accueil et de convivialité qui permet peut-être aussi de faire une entrée dans le monde de l'art qui est peut-être plus accueillante, plus conviviale et qui permet de mettre aussi... Il y a un enjeu en fait dans l'alimentation. C'est-à-dire que si moi je vous invite chez moi pour vous offrir à manger, vous devez me faire confiance. Parce que vous ne savez pas ce que je vous donne à manger. Et donc, il y a un jeu de confiance mutuelle qui s'établit. Et de fait, il y a une relation qui se crée aussi. Et dans le fait de manger ensemble, on va vivre une expérience tous les deux. Et ça, ce fait de pouvoir proposer une expérience qui agit profondément sur le corps, sur les sens, et qui demande aux personnes qui participent de se mettre en jeu elles-mêmes, pour moi c'est important parce que c'est comme ça qu'on rentre dans la question des affects et qu'on va venir toucher en fait quelque chose. Après on n'aime pas, c'est pas la question, mais en tout cas il y a une expérience qui permet de modifier en tout cas quelque chose. Enfin, il me semble que la modification de la pensée passe par l'expérience physique et sensible. Et donc par exemple, pour la dernière exposition que j'ai faite à Béton Salon, l'idée c'était de voir comment aussi le centre d'art, qui est un lieu relativement neutre, enfin pensé comme pour être neutre en tout cas, peut devenir un lieu d'accueil et d'hospitalité en construisant un environnement avec des sculptures qui soient principalement des sculptures fonctionnelles et d'usage, liées à la fois à l'assise et à l'alimentation. Et du coup, l'idée, c'était de proposer au sein de l'exposition même à manger et à boire, et de pouvoir toute la journée accueillir des publics et qui puissent potentiellement y passer un moment, et dans ce sens proposer davantage une expérience à vivre que quelque chose simplement à regarder, quoi. Et est-ce que vous avez regardé ce que les autres artistes font, comme Rikrit ou Gupta, dans ce genre de... Oui. Qu'est-ce que vous pensez des autres? Vous regardez ce qu'ils font et qu'est-ce que vous pensez de leur pratique par rapport aux vôtres? Eh bien, par exemple, pour Rikrit, que je connais un peu plus, il me semble que lui, il est vraiment focalisé sur l'expérience en soi, alors que moi, la place de l'objet, et la forme de l'objet, et l'impact de la forme de l'objet m'importe beaucoup, et aussi de la matière. Il me semble qu'aujourd'hui, on est dans un monde, on vit beaucoup avec des objets, et ces objets, en fait, ne font que nous rappeler que nous appartenons à un monde industrialisé. Ce sont des objets qui sont, à l'image de ces chaises, voilà, par exemple, qui sont extrêmement lises. En fait, on l'oublie, la chaise. On n'a pas besoin de se rappeler qu'elle est là, parce qu'elle elle s'efface derrière une fonctionnalité. La chaise est au service de nous-mêmes. Il me semble que si on veut, en tout cas la crise actuelle, qu'elle soit écologique, politique, sociale, c'est aussi une crise de la relation, hein, une difficulté d'entrer en relation, d'avoir de l'empathie, de l'affect, que ce soit avec nos confrères êtres humains ou avec d'autres formes de vivants sur la planète. Et du coup, il me semble qu'il est important de recréer de la relation et de recréer du lien affectif. Et pour ça, on a besoin d'attachement.
Et en fait, les objets lisses, on ne peut pas s'attacher à eux parce qu'ils sont remplaçables, les objets industriels. Si on casse un objet industriel, eh ben, on peut le remplacer indéfiniment, à l'image des objets Ikea par exemple. Et ils n'ont pas ni de personnalité particulière, ni d'originalité, quoi. Et du coup, il me semble que par la fabrication de sculptures et d'objets qui vont nous relationner différemment et remettre en question nos gestes, nos manières de faire, nous demander de s'adapter à eux, ça modifie un peu la position ascendante de l'être humain sur l'ensemble des choses et dire que non, il peut y avoir aussi du frottement, il peut y avoir de l'attachement, il peut y avoir de la relation, il peut y avoir autre chose qu'une mise à service complète, quoi. Et après, la présence de la matérialité, moi j'utilise beaucoup de terre crue, de céramique cuit au bois et un peu de béton. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse particulièrement dans la terre crue et la céramique, c'est que c'est des objets qui vont continuer à vivre. En fait, la terre crue, elle va craquer. En fait, on ne va pas l'oublier et surtout, ils nous rappellent sans cesse d'où ils viennent. Ils sont une partie d'un paysage en soi. Et du coup, on peut remonter la chaîne de productivité des objets par les matériaux en eux-mêmes, contrairement à ces objets complètement manufacturés où on ne peut pas retrouver le paysage là-dedans, en fait. C'est une transformation beaucoup trop importante pour retrouver l'environnement dans cet objet, par exemple. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je pense que c'est clair. Évidemment, les deux questions qui arrivent et comment vous arrivez à vous faire financer ce projet et comment votre pratique s'intègre dans le marché de l'art. Par exemple, est-ce que vous vendez ces objets que vous créez? J'ai vendu quelques pièces, mais vraiment extrêmement peu. Et les pièces qui ont été acquises, souvent, sont des pièces stables et des objets définis et pérennes. Dès qu'on il y en a, donc, qui sortent de ces projets. Et en fait, par exemple, au sein des objets, les céramiques, par exemple, c'est des objets pérennes. Mais effectivement, la difficulté, c'est qu'en général, ils sont pensés pour s'inscrire dans un ensemble et extraits de leur ensemble. La grosse question, c'est est-ce qu'ils gardent leur sens uniquement dans le contexte. Voilà. Et est-ce que, de quelle manière ils peuvent exister en tant que tels? Ils ont une forme d'existence, bien sûr, en tant que tels, mais une théière qui a une tête de poisson dragon, hors de son contexte de toutes les pièces que j'ai créées, c'est un bel objet, certes, mais il n'a pas, me semble-t-il, la même force, quoi. Et donc, au sein d'une collection, je trouve que ça ne fait pas forcément sens aussi. Donc, comment financez le projet et comment inscrivez-vous dans le marché de l'art ou pas du tout, en fin de compte? Alors, le financement des projets, il se trouve qu'en tout cas, dans la plupart de mes projets, ce qui coûte le plus cher, c'est l'humain. C'est l'humain. Ouais, et c'est pas les matériaux, et ça m'importe en fait aussi. Je vais pas aller dépenser, je vais pas travailler avec des matériaux précieux en fait. Je vais travailler avec des matériaux relativement, basiques. Par exemple, la terre crue, c'est un matériau que je récupère. Je n'achète pas de la terre crue, c'est de la terre de chantier en fait. C'est du rebut. Et c'est une manière aussi de valoriser le rebut. Par contre, la terre crue, traditionnellement, et même aujourd'hui, il faut beaucoup de gens pour la travailler parce que c'est long. Et donc là, on va avoir besoin de main-d'œuvre. Et du coup, et l'humain, en fait, ça coûte cher et c'est difficile à valoriser. Et il faut aussi lui trouver une place dans le projet par rapport à l'investissement de chacun, etc. Donc l'enjeu, il va plutôt être tourné vers là et comment valoriser l'expérience sans pour autant tourner dans une espèce d'exploitation de jeunes stagiaires. Donc ça, c'est une des problématiques, par exemple, qu'il va y avoir dans le travail. Et comment vous arrivez à résoudre ce problème? Eh bien, pour l'instant, j'ai toujours réussi à rentrer dans les budgets qui m'étaient proposés. Donc voilà. Par contre, le problème qui se pose derrière, c'est plutôt... en fait, financer les autres, finalement, c'est pas tant un problème. Ça va être plutôt me financer moi. Parce que donc, évidemment, c'est l'autre question. Comment gagnez-vous votre vie?
Donc effectivement, dans le budget d'une exposition classique, en tout cas en France, les honoraires vont être relativement faibles par rapport au temps de travail. Oui. Donc en fait, si on devait se baser là-dessus, clairement, ce ne serait pas possible, quoi. Et effectivement, parce que tout est basé sur un rapport spéculatif où la production des œuvres est censée aboutir à des ventes. Ce qui n'est pas mon cas, pour des raisons qu'il faudrait plutôt demander à... je pense que... En tout cas, moi, les retours que j'ai eus sur cette exposition, en l'occurrence, c'était vraiment le calvaire des collectionneurs et des conservateurs. Parce que c'est vivant, en fait. Donc, comment gagnez-vous votre vie, vraiment? Donc, comment je vais gagner ma vie? Parce que je n'interviens pas que, en fait, sous le format de l'exposition et que j'ai la chance de pouvoir... de prendre plaisir, en tout cas, à intervenir dans différents formats. Et donc, par exemple, là, je reviens de 3 semaines de résidence dans la forêt de Rennes, où j'ai produit une œuvre qui va être pérenne et qui va rester dans la forêt, et où là, j'ai eu des honoraires assez corrects, en fait, qui me permettent de vivre quelques temps. Ensuite, je vais intervenir aussi dans des colloques dernièrement d'architectes, faire des conférences, des workshops en école d'art. Et après, il y a les projets, effectivement, comme le four à pain au laboratoire d'Aubervilliers ou comme là à Dunkerque, où je suis payée pour mon temps de travail, pour le coup. Donc, ce qui est l'inverse de ce qui se passe dans les centres d'art. Et donc, ce genre de projet, il va me permettre de vivre, après, modestement. Hein. Moi, je n'ai pas les moyens, par exemple, de me payer un atelier. Aujourd'hui, j'aurais besoin d'un four à céramique, je n'ai pas les moyens de me le payer. Donc il y a aussi une adaptation d'un mode de vie à un modèle financier. Mais je pense qu'en tout cas, moi, ce qui me permet de vivre aujourd'hui, ça va être plutôt les projets annexes, en tout cas au monde de l'art institutionnel, mais plutôt des interventions, en fait, effectivement, comme on parlait du socio-culturel. Bon. Et donc, parlez encore un peu plus au sujet des conservations des œuvres que vous créez. Vous avez voulu parler un peu de ça. Oui, en effet. Alors, par exemple, j'utilise pas mal d'éléments vivants dans mon travail. Donc, il va y avoir des mousses, des lichens, la terre qui va s'exprimer. En fait, la terre, c'est solide, mais c'est relativement fragile, mais c'est tout le temps malléable, en fait. C'est réparable, contrairement à d'autres matériaux. Mais du coup, ça demande d'en prendre soin, en fait. Et ça, c'est un peu problématique parce que, en fait, je pense que dans la collection, on a plutôt envie d'avoir un objet stable qui va tenir dans un temps infini, a priori. Enfin, un objet, en fait, qui est extrait de la ligne du temps et qui va pouvoir être monnayable, marchandable, prendre de la valeur, que sais-je, ou pas, ou juste attendre son heure de gloire, peut-être. Sauf que moi, je m'inscris dans un autre modèle avec des matériaux qui vont avoir une forme de vie à part entière, qui vont évoluer, qui vont se dégrader, qui vont générer la présence d'insectes parfois, avec des mouches, des araignées. Et donc ça, en tout cas, les retours que j'ai eus dans le cadre de collections classiques, c'est problématique parce que potentiellement, ça peut aller contaminer d'autres œuvres. Oui, mais il y a d'autres artistes qui utilisent ce genre de... Je sais bien, mais visiblement, c'est plutôt fait sous la forme de protocoles que d'objets en soi, et donc de protocoles qui peuvent être remis en place régulièrement et détruits, là où, moi, il y a une matérialité propre qui existe en tant que telle et qui n'est pas sous la forme d'un protocole écrit à refaire derrière, quoi. Et donc, et mon geste est important, je pense, et il ne peut pas être refait a priori par tout le monde. Enfin, il pourrait, mais ça demanderait du temps, de la main-d'œuvre, etc. Donc, en fait, c'est un travail qui demande un investissement sur le long terme. Par exemple, à Béton Salon, le fait qu'ils choisissent de faire à manger et à boire tous les jours, ça demande un investissement humain. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'équipe qui, tous les jours, va devoir préparer la soupe, préparer la tisane, etc. Et en fait, tout le monde n'est pas prêt à donner ce temps en plus, en fait.
pour faire vivre l'œuvre d'art. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est à cet endroit-là, en fait, aussi que ça bloque, au-delà de la problématique du vivant en lui-même. Et une grande peur, je sens une grande peur de l'évolution des objets. Donc dès qu'il y a des pièces en terre crue, j'ai senti très vite, mais qu'est-ce que ça va devenir, mais ça va se casser, et un manque de confiance en certains matériaux aussi. Et ça fait partie du geste. Ça fait partie Pour du moi, geste. ça fait partie du geste, ça me semble évident. Et ça fait partie de Vous l'accès. n'êtes pas le seul artiste qui a un geste éphémère. Non, pas du tout. Mais surtout qu'il n'est pas vraiment éphémère en fait. Non. C'est pas non, éphémère, c'est juste que une évolution, plutôt une évolution. Voilà, c'est ça. Et potentiellement dégradable, et potentiellement réparable aussi. Et donc, il peut avoir une vie qui peut être différente d'une exposition à une autre, en fait, tout simplement. Et c'est ça que je trouve aussi excitant dans le travail, c'est qu'il puisse vivre comme nous, on évolue aussi. Je viens de voir l'œuvre de Cyprien Gaillard au Palais de Tokyo. Vous l'avez vu ou non? Non, pas encore. Ah bon, parce que ça, je me suis dit que est-ce que ce genre de choses, comment ça vous frappe? Vous savez le sujet ou non? Non, j'ai pas vu encore. Ah bon, c'est un sujet de perruches qui sont échappés à Düsseldorf et complètement surpeuplé la ville et ils ne savaient pas quoi faire. Et donc ils ont introduit, je pense, des faucons qui, pour contrôler cette population de perruches, et la question est une question de migration qui arrive dans la vie des êtres vivants. Bon. C'est pas exact. J'aimerais bien qu'on en parle après que vous avez vu l'expo. Okay. Ça me semble c'est lié à des sujets qui vous intéressent, l'évolution des êtres vivants. Voilà. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré, qui vous intéressent? J'avoue que je m'intéresse beaucoup plus à la littérature des sciences sociales que... Par exemple, qui? En sciences sociales? Oui. David Abraham. Qui écrit un livre qui s'appelle Comment la Terre s'est tue. Ensuite, je travaille beaucoup avec un anthropologue de l'alimentation qui s'appelle Léo Mariani, qui travaille au Musée de l'Homme. Donc ça, c'est une collaboration qui dure et c'est vrai que c'est des échanges, ça fait partie des échanges les plus riches en fait que j'ai parce que ça change d'angle en fait. On est dans une autre approche qui est vraiment une observation de l'effet. En fait, de l'effet que font les objets sur les choses, sur les gens. Et du coup, je trouve que son regard, en tout cas, m'importe beaucoup. Plus que le travail des autres. Plus que le travail des autres artistes, ouais. Après, non, il y a des artistes que je regarde de plus ou moins loin, mais évidemment, là, que vous me posez la question, je ne vais pas trouver... Le travail de Pierre Hugues. Oui, le travail de Pierre Hugues, oui. Qu'est-ce que vous pensez lié à... Je trouve que là, il évolue vers d'autres formes, ça change. Oui, mais il y a toute cette période des mal. énormes installations avec des... Oui, non, mais pour le coup, ça, c'est quelqu'un qui a une pratique, en tout cas une période qui m'a beaucoup inspirée. Et quand même, lui, il est arrivé de rentrer dans le marché de l'art et tout ça. Alors lui, il est rentré dans le marché de l'art, si j'ai bien compris, puisqu'il fait des aquariums. C'est une partie. Je pense quand même qu'il y a des gens qui achètent tout l'ensemble. Je sais pas. Je serais curieuse d'en discuter avec lui. Il faudrait. Je pense qu'il est ouvert à une discussion. Ouais. Bon. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci. Thank you for the time, Tiffen. I hope you enjoyed it. Yes. Thanks. Thank you.